Donc pour débuter la plénière de cet après-midi, on va accueillir Thomas Vidal de Lyon, qui va nous parler de nouvelles façons de suivi des patients sous Kaftrio. Bon, bonjour à tous. Je suis Thomas Vidal, du coup, je suis kiné au CRCM adulte de Lyon. Et je vais vous présenter un protocole qu'on a mené au CRCM adulte de Lyon visant à évaluer un suivi hybride alternant les téléconsultations et des consultations en présentiel pour les patients adultes traités sous Kaftrio depuis plus d'1 an dans notre centre. Donc le contexte, il est composé de 2 éléments qu'on connaît bien. Déjà, il y a la crise sanitaire du Covid-19, qui a été une expérience enrichissante pour nous tous, je crois, où on s'est rendu compte que la téléconsultation était possible en mucoviscidose. On a tous fait l'expérience dans les centres de devoir implémenter avec des téléconsultations un peu en urgence. Et ça nous a montré que finalement, c'était à peu près réalisable en mucoviscidose. Et l'autre point, c'est un point qu'on connaissait peut-être un peu plus, c'est que la spirométrie connectée, la spirométrie à domicile pour les patients, c'était faisable et ça permettait d'apporter des éléments intéressants et exploitables. Ça, on le savait déjà un peu parce qu'on a l'expérience, vous avez l'expérience de suivi des patients greffés qui ont pas mal de dispositifs de ce type-là. Il y avait déjà certains centres en France qui utilisaient déjà la spirométrie connectée plutôt pour le suivi des patients et la détection des exacerbations de manière précoce. Je pense notamment à Bordeaux qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc voilà, ça, le Covid-19 nous a un peu révélé ces 2 éléments. L'autre point, évidemment, c'est Kaftrio et la révolution thérapeutique que ça a entraîné avec l'amélioration et la stabilisation des patients. Et ça, ça nous a fait penser qu'on pouvait peut-être espacer le suivi des patients et les patients étaient demandeurs d'un allègement du suivi. Donc, la question qui se posait, du coup, c'était un peu comment on peut faire évoluer le suivi des patients maintenant. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'intéresser à ça au CRCM adulte de Lyon. Donc, notre hypothèse, c'était la suivante. C'était qu'un suivi alternant des consultations en présentiel et des téléconsultations pluridisciplinaires, on va en discuter, en respectant la fréquence préconisée de 3 mois, pour les patients stables traités par Kaftrio, était faisable, était satisfaisante pour les patients et permettait d'alléger leurs contraintes quotidiennes avec la pathologie. Donc, la méthodologie qu'on a utilisée, c'était une étude qui était prospective, semi-expérimentale de type avant-après, donc d'un suivi alternant consultation en présentiel et téléconsultation tous les 3 mois pendant une durée de 1 an. Et à la fin, on proposait aux patients s'ils voulaient continuer ce suivi ou pas. Comment se déroulaient les téléconsultations? Les téléconsultations, on les a conservées pluridisciplinaires avec déjà une téléconsultation qui était réalisée dans un bureau dédié au CRCM. Ce n'est pas le cas dans tous les centres, mais dans notre centre, c'est les patients qui sont dans un bureau et les soignants qui défilent les uns après les autres. Donc nous, on voulait conserver ça et conserver le bureau pour le patient pour pouvoir transformer en consultation présentielle si nécessaire. La visio, ça comprend le son et l'image. Vous allez voir que ce n'est pas toujours évident, hein. Via un logiciel sécurisé des HCL. Et donc, conserver la pluridisciplinarité avec la consulte kiné, où on faisait l'évaluation, sans les ECBC évidemment, mais l'évaluation respiratoire du patient. La supervision de la spirométrie, c'est-à-dire qu'on était en visio avec le patient pendant qu'il faisait sa spirométrie connectée pour contrôler comment il le faisait. La réception des résultats et la consultation avec l'infirmière coordinatrice et la consultation médicale. Les consultations en présentiel, elles étaient classiques, infirmière, EFR, kiné, médecin, et si nécessaire, évidemment, les autres soignants, au moins 1 fois par an, pour les autres paramédicaux, les autres consultations médicales même, et les autres examens.
Le dispositif de spirométrie connectée qu'on a utilisé, c'est celui-ci, donc c'est le Spirobank Smart, qu'on a obtenu de deux façons différentes au cours de l'étude, c'est-à-dire une première partie qui avait été donnée gracieusement par les prestataires, et après on a réussi à en faire financer une partie par le réseau de soins régional, le réseau EMRA. Le jour de l'inclusion, du coup, on donnait le Spirobank aux patients et on faisait directement une mesure qu'on comparait aux EFR réalisés à l'hôpital le même jour. Ça nous permettait d'identifier qu'en moyenne, on avait 0,15 litres de différence entre les deux mesures, ce qui est plutôt inférieur à ce qu'on considère cliniquement significatif. Et par contre, et ça c'est important dans la tête des patients, c'est que la valeur de référence n'était pas la même et donc le pourcentage n'était pas le même. Donc même s'il n'y avait pas beaucoup d'écart, des fois le pourcentage était un peu différent et le 78 versus 80 pour les patients, des fois c'est pas exactement pareil. Le test réalisé en supervision par le kiné, ça on en a parlé, est transmis directement au CRCM par la messagerie sécurisée DHL et pas par une plateforme telle Spirotel comme c'est utilisé d'autre part. Et ça nous donnait des résultats comme ça qui ressemblent étrangement à des EFR quand même. La population, donc les critères d'inclusion, c'était des patients suivis sous Kaftrio depuis plus d'1 an parce que la première année de suivi, le suivi après Kaftrio, le suivi était un peu plus rapproché. Stable sur le plan respiratoire, donc ça voulait dire pour nous plus de 50% de VMS et moins de 2 exacerbations par an. Disposant de 2 outils de télécommunication pour pouvoir faire la spirométrie supervisée par le kiné, en visio avec le kiné. Sélectionné par le médecin dans sa cohorte, donc c'est le médecin qui nous fléchait tous les mois les patients qu'on pouvait inclure, et des patients évidemment volontaires pour ce type de suivi. Les critères d'exclusion, c'était les patients transplantés, que ce soit pulmonaire ou autre, les grossesses évidemment, les patients nécessitant un suivi particulièrement rapproché pour X ou X raisons, des hospitalisations en cours ou trop régulières qui empêchaient un type de suivi de ce type, et l'appréciation du médecin. Donc ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'appréciation du médecin là-dedans. Donc, du coup, l'évaluation, comment elle s'est faite? Notre critère de jugement principal, c'était la satisfaction des patients. Et c'était important pour nous parce que l'idée de ce truc-là, c'était vraiment pour simplifier la vie des patients et alléger le suivi des patients. Donc, c'était important pour nous d'avoir leur ressenti vis-à-vis de ça. Par contre, après, techniquement, c'est pas hyper facile de trouver un questionnaire. On a choisi le CSQ8, qui est un questionnaire de satisfaction globale, pas du tout médical. Vraiment, c'est une satisfaction pour un service. L'idée, c'était de s'affranchir et de ne pas prendre en compte la satisfaction du patient pour son suivi médical, c'est-à-dire est-ce qu'il a confiance envers le médecin, est-ce qu'il peut se confier au médecin, est-ce qu'il parle facilement avec son médecin, parce que c'est pas du tout ce qu'on voulait évaluer là, et en fait, dès qu'on cherche des questionnaires de satisfaction, ça revient beaucoup ces trucs-là, et on voulait s'affranchir de ça. On voulait quelque chose qui soit facile à remplir pour le patient, qui soit pas chronophage. Là, il y a exactement 8 questions, donc ça prend 3 minutes 30. Voilà, parce qu'ils sont quand même beaucoup sollicités avec des questionnaires, donc on ne voulait pas faire trop long. Dans les objectifs secondaires, on a regardé la satisfaction des patients pour la téléconsultation en elle-même. Donc ça, c'est des choses plus technico-techniques. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que j'arrive bien à voir le médecin? Enfin voilà. Est-ce que la téléconsultation se passe bien? On a utilisé celui qui est le plus couramment retrouvé dans la littérature, c'est-à-dire le Telemedicine Satisfaction Questionnaire. On a voulu évaluer le retentissement sur l'état clinique des patients, donc l'état respiratoire par le VMS et le nombre de cures par an en comparant avec l'année précédente, l'état nutritionnel avec le poids et la qualité de vie avec le CFQR, en sachant que comme on incluait souvent les patients à 1 an de Kaftrio, ça correspondait avec le CFQR de l'Observatoire national, ce qui évitait aux patients de remplir 2 fois le CFQR, qui pour le coup est un peu long et chronophage à faire. Et on a voulu regarder aussi le retentissement sur le nombre de sollicitations au CRCM, c'est-à-dire le nombre d'appels et de mails qu'envoyaient les patients, parce qu'on se disait que peut-être que le fait qu'ils viennent moins,
ils vont plus solliciter les infirmières coordinatrices par mail et par appel. Or, on sait que, et je pense que c'est pas elles qui nous contrediront, que ça nuit un peu à la continuité des tâches et que ça fait pas mal d'interruptions de tâches dans la journée quand il y a des mails tout le temps. Donc, on voulait voir si ça nuisait pas trop à ça. Donc voilà, on a juste comptabilisé le nombre de mails et d'appels répertoriés sur l'année précédente et sur l'année de suivi. Donc, le protocole, il était comme ça, je vous ai fait le rappel. Donc, à l'inclusion, on évaluait donc la satisfaction sur l'année précédente pour leur suivi. On leur disait que pensez-vous de votre suivi depuis CAFTRIO? Comment vous pensez le suivi depuis CAFTRIO? Le VMS, le poids, le CFQR, le nombre d'exacerbations et d'appels. À 3 mois, la téléconsultation, on avait juste le VMS. À 6 mois, on avait VMS, poids et le questionnaire de satisfaction de la téléconsultation précédente, du coup. Et M9 en visio, le VEMS, et M12, tous les questionnaires CSQ8, TSQ, VEMS, poids, CFQR et le nombre d'exacerbations et de sollicitations. Donc, dans nos résultats, au niveau de la population, on a inclus 50 patients. On a eu 3 perdus de vue, 2 parce qu'ils ont déménagé, ils sont partis à l'étranger et ils étaient plus suivis dans notre centre. Et un qui, au bout de la première consultation, a dit « En fait, j'habite pas loin, j'aime bien passer vous voir, donc je préfère revenir vous voir. » Et sur les 47 patients, du coup, inclus, on avait, du coup, 19 femmes et 28 hommes, un âge moyen de 32 ans, un VMS moyen de 78,7%, et quand même 80% de colonisation à Pseudomonas, qui tend quand même à dire que c'était des patients qui vont bien, mais qui étaient potentiellement quand même un peu sévères avant d'être mis sous CAFTRIO, quand même. Au niveau de la satisfaction des patients, on voit que sur l'année précédant le suivi, ils ont en moyenne 29,7 sur 32 au score de satisfaction, et qu'après le suivi, ils ont 30,7 sur 32. Donc, ce n'est pas significatif, mais ça attend à une petite amélioration de la satisfaction. Ce qu'on retrouve un peu dans la littérature, où les 2 études qui ont fait à peu près le même type de protocole que nous, que j'ai pu retrouver, avaient aussi une satisfaction améliorée de manière non significative. En sachant, je précise que ces 2 protocoles-là, ils ont été menés pendant le Covid quand même. Donc, ce n'est pas exactement le même cas de figure que nous. Nous, c'est vraiment hors période Covid. Ça prouve quand même que les patients étaient déjà très satisfaits de notre suivi. Il faut quand même le noter. Ça, c'est vrai dans notre cohorte. 29,7 sur 32, c'est quand même pas mal. C'est vrai dans la littérature, et c'est vrai dans la littérature même avant le CAFTRIO. Et je rajouterais même qu'on a eu un des premiers retours sur l'étude d'ExPAPARM, les questionnaires ExPAPARM, qui montraient que dans notre centre, on avait plus de 90% aussi des patients qui s'estimaient satisfaits de leur suivi dans le questionnaire ExPAPARM. Donc, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais voilà. C'est peut-être à cause de ça que c'est pas significatif. Donc, il y a clairement un effet plafond du score qui monte que jusqu'à 32. Donc, si on est à 29,7 en partant, c'est compliqué d'avoir des résultats significatifs après. Et quand même, ce qui tend aussi à aller dans ce sens, c'est que les patients, ils sont globalement satisfaits de la façon dont se passent les téléconsultations. Et ça, pareil, c'est vrai dans notre cohorte avec 65 sur 70 au score. Et c'est vrai dans la littérature, et ça, pour le coup, il y a quand même pas mal de littérature dessus depuis le Covid. Ce qui va également dans ce sens, c'est les avantages qu'ont décrit les patients. Donc, évidemment, il y a des trucs auxquels on s'attend, c'est-à-dire le gain de temps, la diminution du temps de trajet, la gestion plus facile avec le travail, évite de prendre des jours tout le temps, enfin voilà. Diminution de l'attente lors des téléconsultations. Effectivement, c'est peut-être un peu plus rythmé les téléconsultations et il y a moins d'attente comme il peut y avoir lors d'une consulte au CRCM. Moins fatigant, gain en qualité de vie et pour 1,7% quand même la diminution du risque de transmission. Mais visiblement, c'est quand même pas leur préoccupation principale là-dedans. Tout ça, c'est à peu près retrouvé dans la littérature. Le gain de temps, la réduction des coûts pour les patients, la réduction de l'absentéisme au travail et en cours. Et un truc qui n'a pas été retrouvé dans notre étude, mais c'est quand même les études qui ont montré qu'il y avait un impact positif sur l'environnement. Par les temps qui courent, c'est peut-être pas plus mal.
Voilà. Et donc, à l'issue de notre protocole, il y a 2 patients qui ont décidé de ne pas poursuivre. Il n'y en a que 2 qui ont dit, pareil, qui préféraient, que ça leur allait bien de venir nous voir. Quant à l'évolution de l'état clinique des patients, on voit que, grosso modo, je vous ai mis à chaque fois l'évolution de la moyenne et l'évolution de l'écart moyen par patient pour qu'on, voilà, on voit que ce soit au niveau du VMS, du nombre d'exacerbations ou du poids, il n'y a pas beaucoup de changements, il n'y a évidemment rien de significatif, ce qui ne veut pas dire que c'est égal, parce que ce n'est pas un essai je ne sais plus comment on dit là, d'équivalence, mais au moins ça prouve qu'on ne peut pas montrer, on n'a pas montré par notre étude que ça a diminué l'état clinique, enfin ça a dégradé l'état clinique des patients. Dans les autres résultats, il y en a deux autres qui nous ont quand même un peu plus étonnés. Il y a déjà le nombre de sollicitations qui a été diminué en en suivi hybride comme ça. On ne s'attendait pas trop à ça. Et finalement, c'est le seul truc qui est significatif dans notre étude, c'est ça. Je ne sais pas bien d'où ça vient, mais grosso modo, il y a quand même une sollicitation par mois par patient sur l'année. On multiplie par 300 et quelques patients, bah, ça fait quelques téléphones en moins pour les filles quand même aussi. Et d'autre part, au niveau de la qualité de vie, on a été un peu surpris parce qu'on a constaté une diminution non significative, mais sur 10 dimensions sur 12, donc physique, vitalité, émotionnelle, alimentaire, charge de traitement, sociale, image corporelle, poids, respiration et perception d'état de santé. Donc on s'est demandé si c'était lié à notre protocole. Et il se trouve qu'on a le même type de résultats sur l'ensemble des patients de notre cohorte sous Kaftrio qu'on a pu évaluer grâce aux données de l'Observatoire national Kaftrio qui nous a gentiment été donné. Et donc, notre hypothèse est plus à une stabilisation de la qualité de vie des patients après une période d'euphorie sur la première année de Kaftrio, plutôt que sur un impact de notre protocole. Maintenant, on va parler de choses un peu moins rigolotes, c'est-à-dire les limites de tout ça. Donc, moi, la limite déjà, il y a les limites décrites par les patients. Donc, il y en a un certain nombre. Les visites en présentiel plus longues, les problèmes techniques jugés dérangeants par les patients quand il y a des bugs dans tous les sens, des fois, ça les énerve un peu. Les difficultés à parler plus librement, il y en a quelques-uns qui nous ont dit ça quand même. L'écart entre avec la mesure du VMS jugée stressante par les patients. Et certains patients qui se disaient bah, c'est sympa les visios, mais je crois que je préfère juste espacer les consultations que vous voir aussi. Bon. Et par contre, des fois, le sentiment d'être un peu plus livré à soi-même. Donc, peut-être que cette modalité de suivi hybride ne convient pas forcément à tous les patients. Dans les autres limites, on a les limites techniques. Donc, ça, c'est les problèmes de spirométrie, 8%. Donc, c'est le spiromètre qui ne marche pas, le patient qui n'a pas son spiromètre, le patient qui n'arrive pas à transférer ses données de spirométrie. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Les problèmes de télécommunication, j'ai pas le son, j'ai pas l'image, c'est décalé. Bon, voilà, il y a tout ce que vous imaginez, tout ce que vous connaissez. Et 4% de téléconsultations qui n'ont pas pu avoir lieu parce que trop de problèmes ou parce que le patient n'était pas disponible à ce moment-là parce qu'il n'avait pas prévu ou qu'il y avait trop de décalage, du coup le patient n'était plus disponible. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est 78% qui se sont bien passés quand même. Les limites organisationnelles, ça je trouve que c'est un point important et les filles savent que ça me tient à cœur, les infirmières au CRCM. Nécessité pour le patient d'un lieu calme et isolé, c'est pas toujours facile à avoir, d'un créneau horaire dédié. Je pense que la question de se dire est-ce que c'est forcément en dehors des horaires de travail ou pas, c'est intéressant de se poser la question parce que du coup ils prennent pas tous une journée pour faire la téléconsultation et des fois on se retrouve dans des situations un peu complexes. 2 outils de télécommunication, je pense que c'est une chose importante, une bonne connexion Internet, et c'est pas toujours facile dans la région Rhône-Alpes par exemple, ça marche pas tout le temps, et d'être à l'aise avec les technologies. Pour le CRCM, eh ben, c'est un peu pareil finalement, c'est avoir un lieu calme et isolé aussi, un créneau horaire dédié aussi, laisser la possibilité de venir en consultation présentielle si nécessaire, je pense que c'est un truc important quand même. Être à l'aise avec les technologies,
Ce n'est pas le cas de tout le monde de CRCM, je ne citerai personne. Et une bonne connexion Internet, et je vous promets que ce n'est pas si facile au CRCM non plus, et je connais les box qui ont un une bonne réseau maintenant, et ceux qui n'ont pas de réseau du tout. Donc pareil, je pense que il faut faire attention au fait de considérer que la téléconsultation est un gain de temps pour le soignant ou un gain d'espace pour le CRCM, et je pense que ce n'est pas toujours vrai, donc il faut faire un peu attention avec ça. Du coup, ça mène à quelques perles que je vous ai un peu mis ici, donc de la part des patients, j'ai pas de caméra, j'ai pas mon Spiro, je suis sur mon portable, donc je peux pas faire la Spiro, je suis au boulot, je suis chez le notaire, je suis chez la nounou, enfin voilà, je suis pas du tout en condition de faire une téléconsultation, je suis pas tout à fait habillé, ça s'est vraiment passé, et j'ai été obligé de dire au patient d'enfiler un t-shirt avant la consultation, quand même, voire même je suis en voiture. Mais aussi de la part des soignants, avec, en fait, il n'y a plus tellement de box disponibles pour faire la téléconsultation. Essaye d'avancer la téléconsultation parce que là, j'ai du temps, mais en fait, le patient, il n'est pas du tout disponible maintenant. J'arrive pas à lancer la téléconsultation, le son, l'image, enfin, normal. Donc, des fois, on arrive à des situations un peu comme ça, avec une infirmière qui fait la téléconsultation dans un KGB, et le patient, j'ai pris une image Google, mais c'était vraiment comme ça, le patient dans sa voiture, j'ai été obligé de lui demander de s'arrêter quand même, parce qu'il était prêt à continuer à conduire. Donc, ça nécessite un cadre des deux côtés. Les points forts et les limites de cette étude, pour finir, c'est que c'est dans les premières données sur ce type de suivi, que l'étude est réalisée hors période de pandémie, et il n'y en a pas beaucoup sur ce sujet là-dedans. La pluridisciplinarité des téléconsultations est conservée, et je pense que c'est un point important. Spirométre à domicile supervisé par le kiné, je pense que c'est un point important aussi, parce que sinon on a des données qui sont plus ou moins exploitables. Et la possibilité aux patients de revenir en présentiel au CRCM. Et l'analyse de la satisfaction, un critère de jugement principal. Les limites, c'est que c'était une étude monocentrique, le design de l'étude ne permet pas de prouver grand-chose, que c'est un petit nombre de patients quand même, que 47 patients, et que c'est des patients qui sont quand même très sélectionnés par les médecins, on en a parlé, des patients qui vont bien, et que ce n'est pas très représentatif de la population des patients qu'on a au CRCM. Voilà, en perspective, juste pour finir, je pense qu'une étude plus importante sur une cohorte plus importante, ça serait intéressant pour évaluer tout ça. Comparer peut-être ce type de suivi hybride plutôt que de juste espacer les téléconsultations et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça améliore. L'analyse de l'apport d'outils permettant des évaluations plus globales à domicile, et ça je pense notamment à l'étude en cours MUC-Control qui vise à ça. Participer à la réflexion sur l'adaptation de la prise en charge sous Kaftrio et participer à la réflexion sur la construction d'un nouveau modèle d'organisation de CRCM, et ça c'est tout le travail du projet Horizon. Pour finir, je voulais juste remercier l'ensemble du CRCM adulte de Lyon, notamment Kitri Reynaud, Isabelle Durieux et Raphaël Nové-Josserand qui m'ont aidé dans à peu près tout sur cette étude, de la construction à la rédaction, et les infirmières au CRCM pour l'organisation des téléconsultes et qui n'était pas facile tout le temps, Marie Perceval pour la base de données et ma collègue Raquel en kiné. Voilà. Merci. Merci beaucoup Thomas pour cette très belle présentation et super étude. Ça a duré combien de temps à peu près une téléconsultation en moyenne? On a compté 1h30, une demi-heure par intervenant. Là. 3... Il y a des questions en haut à gauche. En attendant que vous ayez le micro, je me posais la question de, vous n'avez pas interrogé la satisfaction des soignants. Est-ce que vous avez trouvé ça plus confortable ou moins confortable? Alors, à vrai dire, on l'a interrogé. On a eu du mal à avoir des données fiables dessus parce que je crois que tout le monde était d'accord pour dire que c'était satisfaisant et du coup, c'était compliqué de faire toujours remplir à tout le monde. Mais ce qui ressortait, c'était quand même que c'était satisfaisant pour les soignants aussi. La question, c'est combien cela rapporte à l'hôpital, cette téléconsultation en pluridisciplinaire?
Je n'en ai aucune idée. Et ça, c'est un gros frein, en fait, je pense. Il y a deux, sur le point de vue financier, je pense qu'il y a deux trucs quand même. Il y a ça, qu'est-ce que ça rapporte à l'hôpital, effectivement, et d'autre part, comment avoir des spiromètres de façon un peu pérenne. Vous, à Bordeaux, je vois distinct Oui. que c'est Caroline qui parle, Oui. Ça, mais c'est- donc oui, vous, à ouais. Bordeaux, il y Nous, a c'est financé par l'ARS. voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est compliqué d'avoir ça de façon pérenne aussi. Non, ma question, c'est que tu as dit que ça durait le même temps à peu près qu'en présentiel, avec une équipe pluridisciplinaire, mais d'après mes connaissances, une téléconsultation à l'hôpital rapporte moins que la présence d'un patient en hôpital de jour avec le même temps de présence à l'hôpital. Et c'est, je pense, un gros frein qu'il faudra travailler, je pense, les CHU avec les institutions. Oui, je peux répondre. Effectivement, c'est coté comme une téléconsultation, hein, pas pluridisciplinaire du tout. Ça s'est fait dans le cadre d'un projet de recherche initialement et on n'a pas souhaité interrompre le travail. Donc, c'est un choix de l'équipe, hein, mais c'est une réalité. Je pense que ça peut durer moins longtemps si c'est bien organisé, mais malheureusement, c'est toujours... un peu, on pourrait s'interroger de consacrer des demi-journées uniquement à des téléconsultations, par exemple, ce qui permettrait d'aller de façon plus souple ou plus fluide. Question qu'on pourrait se poser aussi, consacrer des créneaux dédiés. Ouais. Il faut aussi que le patient soit adaptable là-dessus. Et en fait, ce qu'on constate, c'est quand même qu'ils ne prennent pas toujours un jour pour ça, du coup. Et peut-être c'est ça aussi qu'il faut interroger. Est-ce qu'il faut autoriser ça, entre guillemets, ou pas voilà. Parce que le patient n'est pas souple non plus. Thomas, vous avez dit que c'était une limite d'avoir une population sélectionnée. Ce n'était pas vraiment une limite puisque c'était notre choix. C'était notre choix, mais du coup, ce n'est pas très représentatif. La question, c'est de dire est-ce que c'est adaptable à tous les patients on reste quand même réservé sur le fait que ce soit adaptable à tous les malades. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez pu constater dans les résultats une certaine orientation ou des tendances en fonction de l'âge des personnes qui remplissent? Non, on n'a pas regardé ça. Il y a quand même, de façon un peu innée, une sélection sur la capacité à utiliser tous ces outils connectés en fonction de l'âge. C'est pas tout à fait vrai, mais bon, il y a une petite tendance qui se dégage. Voilà. À part ça, vous n'avez pas mesuré ça? Non. Merci pour cette présentation qui visiblement suscite pas mal de débats, donc c'est très sympa. Moi j'ai une question sur le caractère pluridisciplinaire. Ça veut dire que ça dure 1h30, donc c'est 3 personnes immobilisées 1h30. Vous assistez à toute la consultation ou c'est 30 plus 30 plus 30? 30 plus 30 plus 30. Ah ouais, il faut être souple quoi. Bah oui, sauf que le patient était souple aussi, c'est-à-dire que si les trucs s'enchaînaient pas complètement, bah ça s'enchaînait pas complètement non plus. Donc moi je vous disais 1h30 là parce que c'est à peu près 3 fois 30 minutes pour chacun, mais à vrai dire c'était pas forcément d'affilée complètement quoi. Donc ça demande, voilà, c'était quand même adaptable niveau souplesse. Donc il faut quand même plus qu'1h30 parfois au patient. Oui, il faut, au global pour le patient, il faut plus d'1h30. Pour les soignants, il faut, voilà, on fait un peu en fonction de qui est dispo aussi. Hein, voilà. Ouais, bien sûr. Okay. Merci. Ah bah c'est pas moi qui vais répondre là, c'est les filles, mais non. Comme en quoi consiste la consultation infirmière? Mais ça c'est une question plus générale sur les CRCM, mais en visio aussi, parce qu'elle refont le point avec eux sur les traitements, sur le mode de vie. Enfin, il y a beaucoup de points à faire, beaucoup de choses qu'on peut faire en... Il y a une question là-bas. Oui, merci, c'est intéressant, multiplier ces expériences. Quel a été le taux de reconsultation précoce juste après la téléconsultation M3, M9 chez des patients dont le statut clinique était finalement pas très bien déterminé par les éléments de la téléconsultation ou avec des spirométries douteuses ou une suspicion d'exacerbation débutante qui nécessite
Évaluation bactériaux, par exemple. Est-ce que ça se fait en ville dans ces cas-là? Comment ça se gère? Je crois qu'en tout cas, dans mes souvenirs, dans le cadre de l'étude, il y a un patient qui a été obligé de revenir entre deux pour une suspicion d'exacerbation. Voilà, mais je n'en vois qu'un dans ceux qu'on avait dans les 47 qu'on avait pris pour l'étude. Après, depuis, peut-être un peu plus, mais dans ces cas-là, on les faisait revenir en fait. On n'a pas géré de CBC à distance et de choses comme ça. On les faisait revenir pour la plupart. Oui, merci pour cette présentation très vivante. Hein. C'est agréable de vous écouter. Moi, j'ai une question. Vous avez engrangé un certain nombre d'expériences. On est conscient que tous les patients ne sont pas éligibles à ce type de prise en charge. Selon vous, dans votre expérience, quels sont les patients que vous profileriez pour bénéficier de la consultation? Parce que c'est comme ça que ça va se passer, à mon avis, dans les années à venir. Il y a un certain nombre de patients qui vont bénéficier de ces alternatives à la consultation présentielle et d'autres non. Eh ben, je crois que c'est, comme disait Isabelle Durieux, c'est un peu ce qu'on a fait finalement. C'est ceux qui vont bien, qui sont stables. Qui sont stables, c'est important et c'est pas forcément la même chose que ce qui vont bien aussi. Enfin, on peut aller bien et être moins stable que d'autres. La disposition du patient à faire ça et la disposition du médecin à faire ça avec le patient aussi. Parce qu'il y a voilà, pour certains patients, les médecins ils préféraient quand même les garder parce qu'ils sont moins adhérents aux soins ou pour X ou X raisons, mais ils préféraient plutôt garder en présentiel des patients qui sont déjà fuyants, par exemple. Peut-être que ça vaut le coup de les garder un peu en présentiel pour qu'ils soient moins fuyants. Mais donc, effectivement, ce n'était pas forcément des limites, parce qu'effectivement, ça n'a pas vocation à être plus généralisé que ça. Et c'est peut-être ça les indications qu'il faut poser un peu plus clairement, quoi. On va prendre une dernière question. Natacha. Juste très rapidement, peut-être un peu cassante, mais du coup, pluridisciplinaire, 1h30 pour des patients qui sont stables, où il y a un sur le 6 mois qui devait revenir pour une exacerbation. Est-ce qu'on ne pourrait pas, l'idée est super top, limiter à une infirmière pratique avancée qui fait 30 minutes de consultation codée et payée finalement pour cibler ceux qui doivent revenir entre les deux consultations physiques? On n'a pas d'IPA à Lyon, donc la question ne s'est pas posée. Mais pourquoi pas? Moi, ce que je trouvais quand même intéressant dans la pluridisciplinarité, c'est qu'on avait quand même chacun, on continuait à évaluer le patient chacun dans son domaine. Et je pense que la spirométrie faite, supervisée par le kiné, c'est quand même un point important pour avoir des données fiables. Merci beaucoup, Thomas. On peut ou pas? Juste une dernière question. Oui, c'est bon. Une dernière des dernières. Bonjour Thomas, Oui. merci pour ton topo. Moi, je dois dire que je suis un peu traumatisée par l'idée de ne plus leur faire de CBC. Alors, je suis pédiatre et qu'on a parfois des infections asymptomatiques ou une résurgence du Pseudomonas aeruginosa asymptomatique. Ça vient d'arriver à une de mes patientes il y a 2 jours sous modulateur. Donc, c'est un peu un stress pour moi, mais peut-être que je suis la seule. Donc, c'est un peu... Voilà, est-ce que... J'ai l'impression que vos patients étaient plus colonisés, donc ça n'a pas été un frein à la mise en place de cette expérience. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aviez discuté? Est-ce qu'on fait un ECBC? Est-ce qu'on le fait faire en libéral ou pas, en ville? On ne s'est pas posé la question, on n'a pas eu à se poser la question, je crois, de faire des ECBC en libéral aux patients. On a eu à se poser la question de les faire revenir avant ou pas. Mais ça, pour le coup, c'est une question assez médicale auquel moi, je suis un peu limité pour répondre. Mais à mon avis, il faut en discuter avec les médecins du CRCM et la façon dont ils fléchaient les patients. Et est-ce que ça a été un frein pour eux de ne pas avoir de CBC pendant 6 mois? Donc, Isabelle Durieux, si... Avec Kaftrio, on a des patients qui sont non sécrétants et on ne fait pas d'expectoration induite à chaque consultation, mais 1 fois par an. Ce que nous, on fait.
Donc, et puis, on n'a pas la même problématique qu'en pédiatrie de passer à côté d'une primo-colonisation. Hein. Vous avez vu 80% de patients colonisés chroniques, donc la problématique est différente, je pense. Et alors, la deuxième remarque, c'est on a bien vu avec Module CF qu'on les faisait venir régulièrement. Et nous, on s'est rendu compte que quand il n'y avait pas de consulte dédiée Module CF, par exemple la M9, il y a des patients qui ne prenaient pas rendez-vous, donc qui oubliaient de venir et qui venaient plus tous les 3 mois et qui espaçaient donc, entre le M6 et le M12 les consultations de 6 mois spontanément. Et comme s'ils oubliaient un petit peu l'hôpital et la maladie, pourquoi pas, mais ça pose peut-être aussi la question de l'observance. Il va falloir qu'on s'arrête pour qu'on puisse je vais passer à m'arrêter. l'autre. Merci Thomas.